Bonjour, chères étudiantes, chers étudiants. Je suis votre enseignante du module enzymologie appliquée, Ben Ammar Leila. Ce module est destiné pour les étudiants en Master 1 microbiologie appliquée de l'Université Patna 2, Faculté des sciences de la nature et de la vie, département de microbiologie et de biochimie. Dans cette vidéo, on va entamer un petit rappel sur les enzymes. Depuis le début de l'histoire de l'humanité, l'homme a utilisé des enzymes de manière indirecte. C'est-à-dire que l'homme, depuis l'Antiquité, a utilisé les enzymes sans le savoir. Je peux vous donner plusieurs exemples, comme la fermentation des sucres pour la production de l'éthanol dans la préparation des bières et du vin, ou bien même la production des vinaigres par oxydation de l'éthanol. Il y a aussi la production des différents produits laitiers par la coagulation du lait frais. La première application de l'enzyme sans cellule, c'est ce qu'on appelle cell-free enzyme, a probablement été avec la fabrication de fromage avec la présure. La présure, c'est quoi? La présure, c'est une substance coagulante. Elle permet la coagulation du lait frais pour préparer différents types de produits laitiers, notamment les fromages. La présure, cette enzyme, elle est excrète à partir de l'estomac du veau. On appelle ça la caillette. La caillette, c'est le 4e estomac qu'on rencontre chez les ruminants. La présure, elle n'est pas uniquement présente dans la caillette. Donc, comme j'ai dit, la présure, elle n'est pas uniquement présente dans la caillette du veau, mais également dans la caillette des différents ruminants. Donc, la caillette, elle est présente principalement dans la caillette du jeune veau, allaité uniquement par le lait maternel. La première enzyme commerciale a probablement été signalée en Allemagne en 1914 par Otto Röhm, où il a isolé la trypsine des pancréas de différents animaux, notamment le porc. Donc c'est pour cette raison-là, jusqu'à ce jour-là, on dit la trypsine pancréatique. Pour quelle raison? Parce qu'il s'agit d'une peptidase d'origine pancréatique, c'est-à-dire excrète à partir du pancréas de porc, de veau, de vache, ainsi de suite. C'est en 1960 que la biocatalyse enzymatique est devenue une option industrielle viable avec la production en masse de protéases microbiennes pour la lessive. C'est-à-dire en 1960 que la biocatalyse enzymatique est devenue vraiment présente dans les différents types d'industries, principalement la production de lessive. Le plus souvent, quand on achète de la lessive, principalement de la lessive en poudre, on remarque la présence de petites boules rouges, bleues, vertes. C'est quoi ces petites boules? C'est tout simplement des enzymes, soit des protéases ou bien des lipases. Pour quelle raison on ajoute des enzymes dans la lessive? Tout simplement, c'est pour éliminer de la salure. Quand je dis de la salure, par exemple, la matière grasse, c'est des lipides. Donc, on utilise des lipases ou bien des protéases. Donc, l'utilisation des enzymes, elle est fortement recommandée en biotechnologie industrielle, dans le domaine chimique, pharmaceutique, parapharmaceutique, alimentaire, chimique, et ainsi de suite. Il existe plus de 3000 enzymes différentes, mais malheureusement, seulement 5% sont utilisées commercialement. Pour quelle raison? Là, je parle principalement des enzymes purifiées utilisées dans l'industrie. Donc 3000 enzymes, c'est les enzymes répertoriées dans les différentes papers, les articles scientifiques. Mais uniquement 5% sont utilisés dans le domaine biotechnologique et industriel. Tous les organismes vivants sont le siège d'un très grand nombre de réactions biochimiques. C'est-à-dire que la cellule, c'est le siège principal des différentes réactions biochimiques. Ces réactions s'effectuent dans des conditions physico-chimiques vraiment optimales. Quand je dis optimale, pH 7 ou bien proche de la neutralité. Quand je dis proche de la neutralité, c'est principalement 6,7, 6,8 jusqu'à 7. Température de 37 et une pression de 1 bar.
C'est ce qu'on appelle des conditions optimales. Donc, au sein de la cellule, les conditions sont vraiment optimales pour le fonctionnement des enzymes. Bon, quand on parle des réactions biochimiques, les réactions biochimiques sont principalement catalysées par des molécules. On ne dit pas vraiment de molécules, mais principalement de macromolécules, c'est-à-dire de molécules, de grandes molécules. On dit macromolécules biologiques parce que tout simplement, les enzymes sont synthétisées par des cellules vivantes, que ce soit des cellules humaines, végétales, animales ou microbiennes. Donc, une réaction biochimique, c'est une réaction catalysée par ce qu'on appelle enzyme. Et c'est le sujet de notre module. Bon, vous allez entendre que le mot enzyme, une enzyme et un enzyme, lequel est plus correct? Ben, je vous dis que les deux sont corrects. Bon, généralement, l'usage courant, l'usage scientifique courant, on utilise le féminin pour désigner une enzyme. Mais on peut également rencontrer certains ouvrages où on utilise le mot enzyme au masculin. Les deux versions sont correctes, mais le plus souvent, la version la plus utilisée, c'est la version féminine. Donc, c'est pas faux d'utiliser le mot enzyme au féminin et au masculin. Mais de préférence, moi, personnellement, je préfère l'utiliser au féminin. Bon, on passe maintenant à la définition de l'enzymologie. C'est quoi l'enzymologie? Bon, l'enzymologie, c'est une science, c'est une partie de la biochimie. Donc la biochimie, elle regroupe un ensemble de disciplines, parmi lesquelles on rencontre l'enzymologie. Donc l'enzymologie, elle s'intéresse principalement à l'étude des propriétés structurales et fonctionnelles des enzymes. C'est ce qu'on appelle communément la relation structure-fonction. SF. S pour structure, F pour fonction. Donc l'enzymologie, elle permet d'étudier d'une part la structure de l'enzyme et d'une autre part les différentes fonctions d'une enzyme. Elle s'applique également à décrire la somme des réactions catalytiques. Pourquoi on dit la somme des réactions catalytiques? Parce que l'enzyme ou une enzyme, elle peut reconnaître un seul substrat, deux substrats, trois substrats ou même plus. Donc une enzyme, elle peut catalyser plusieurs réactions enzymatiques en même temps. Maintenant, quand on parle de l'enzymologie appliquée, c'est quoi l'enzymologie appliquée? Appliquée, c'est tout simplement l'application de l'enzymologie dans le domaine industriel, dans le domaine biotechnologique, dans les différentes disciplines, dans la médecine, dans le domaine, quand je dis médecine, c'est santé d'une manière générale, dans le domaine chimique, pharmaceutique, parapharmaceutique, médical, et ainsi de suite. Maintenant, on passe à l'historique des enzymes, c'est-à-dire la découverte des enzymes. Vraiment, il est très difficile de dire exactement quand est-ce qu'on a découvert l'enzyme ou bien juste la notion enzyme. Et vous allez savoir pour quelle raison. Parce que les enzymes, comme j'ai déjà expliqué dans l'introduction, les enzymes sont reconnues depuis l'Antiquité, depuis très très longtemps, même d'une manière empirique, c'est-à-dire que l'homme, il a reconnu et il a utilisé même des enzymes, mais à l'époque, il ne savait pas vraiment qu'il s'agit d'enzymes. C'est clair? Bon, je vais commencer tout d'abord par un petit aperçu avec des dates et de noms de certains scientifiques qui ont vraiment contribué au développement de l'enzymologie. Bon, en 1783, Lazzaro Spallanzani a rapporté que la viande est liquéfiée par un extrait gastrique du faucon. Le faucon, c'est un animal. Donc, qu'est-ce qu'il a fait, Lazzaro? Il a ajouté un extrait gastrique, c'est-à-dire c'est un extrait de l'estomac du faucon sur un morceau de viande. Il a observé que la viande se liquéfie. Donc, il a conclu qu'il y a quelque chose à l'intérieur qui a contribué à cette liquéfaction. Il a constaté également que la température joue un rôle primordial dans ce processus. C'est-à-dire, il a noté
que quand il change la température, le processus diffère. En 1840, Kirchhoff a observé également qu'un composé gélatineux, comme il l'a appelé à l'époque, donc il a appelé ce composé le composé gélatineux de blé converti. Qu'est-ce qu'il a fait Kirchhoff en bref? Il a imbibé le blé, c'est-à-dire il a ajouté de l'eau au blé. Et par conséquent, il a permis de convertir l'amidon en sucre. L'amidon, c'est un sucre complexe en sucre plus simple. En 1833, la première découverte d'une enzyme est faite par Anselm Payen et Jean-François Persoz. Bon, ils ont appelé cette fraction diastase. Diastase, c'est un mot grec qui signifie séparation. Et c'était vraiment la première, je dirais pas la première découverte, mais c'était vraiment la première nomination de la molécule qu'on connaît aujourd'hui, qu'on appelle enzyme. C'était le mot diastase. Par la suite, en 1834, un an après, Theodor Schwann a obtenu le premier agent actif d'origine animale, la pepsine. Cette molécule a été partiellement purifiée à partir de la paroi de l'estomac par des acides, c'est-à-dire en utilisant des acides. Cette purification était une purification basée sur l'utilisation d'acides. Bon, la molécule qu'ils ont purifiée ou bien partiellement purifiée, c'était ce qu'on appelle aujourd'hui la pepsine. En 1838, il s'est arrivé quelque chose de très important, observé par Charles de la Tour, qui montre que le processus de fermentation est dû à des organismes vivants. Parce qu'auparavant, ils ont reconnu la fermentation, mais ils n'ont pas lié la fermentation à des organismes vivants. Pour quelle raison? Parce que tout simplement, auparavant, ils connaissent tous la fabrication de vin, la fabrication de bière. Et ils savaient qu'il s'agit d'une fermentation. Mais ils ont lié ça à des conditions physico-chimiques, à l'environnement, mais jamais à des micro-organismes. Ou bien, je dirais pas micro-organismes, mais à des organismes vivants. Mais cette découverte a été faite pour la première fois en 1838. Et c'est très important. Mais cette découverte est connue actuellement, elle est attribuée actuellement à Louis Pasteur. Pour quelle raison? Parce que tout simplement, c'est Louis Pasteur qui a confirmé cette idée. Charles Latour, il n'a pas confirmé, il a juste donné des hypothèses. Une hypothèse sur quoi? Que la fermentation est vraiment due à des organismes vivants et non pas à des conditions physico-chimiques ou bien des conditions environnementales. Mais c'était Louis Pasteur qui a confirmé cette hypothèse. C'est pour cette raison-là que jusqu'à ce jour, on dit toujours que c'est Louis Pasteur qui a découvert que les micro-organismes sont à l'origine du processus de fermentation. Mais il ne faut pas oublier que c'était Charles de la Tour qui a eu l'idée en premier. En 1860, Berthelot fait macérer de la levure. Bon, quand je dis la levure, c'est Saccharomyces cerevisiae, c'est la levure de boulanger. C'est la levure qu'on utilise pour préparer du pain. Et il obtient une fraction précipitable à l'alcool capable de convertir le sucrose, qui est le saccharose, en glucose plus fructose. Il a appelé cette substance invertase. D'accord? Donc l'invertase, à l'époque, c'était la molécule qui dégrade le saccharose en glucose et en fructose. Et bien sûr, il a extrait cette enzyme à partir de levure. Saccharomyces cerevisiae, je rappelle bien. En 1877, Kuhn propose pour la première fois le nom d'enzyme, et c'est très important parce que le nom d'enzyme, il apparaît en 1877. Le mot enzyme signifie dans la levure. Pour quelle raison dans la levure? Parce que tout simplement, si vous avez remarqué avec les travaux de Berthelot et même les travaux d'avant, les enzymes ou bien les différentes substances diastase, invertase ont été purifiées à partir de levure et non pas à partir de bactéries. C'est pour cette raison qu'Kuhn a donné le nom d'enzyme qui signifie dans la levure pour qualifier les différents catalyseurs ou bien biocatalyseurs.
D'accord? Donc, n'importe quel biocatalyseur à l'époque, il se nommait enzyme. Par la suite, en 1898, Duclos a ajouté ce qu'on appelle maintenant le suffixe ase à la fin de chaque enzyme pour désigner la notion d'enzyme. En 1897, Bertrand observe que certaines enzymes nécessitent certains types de facteurs qui leur attribuent un nom de coenzyme. C'est-à-dire qu'il a découvert que certaines enzymes nécessitent des molécules, des facteurs accessoires. Je dirais accessoires, c'est dans l'argot scientifique, c'est-à-dire c'est des molécules qui aident à catalyser la réaction enzymatique. Un facteur dialysable, c'est à partir du mot dialyse, c'est-à-dire des facteurs purifiés par dialyse. Bon, au début du XXe siècle, de très gros travaux furent entrepris pour purifier des enzymes et surtout pour décrire leur activité catalytique en termes mathématiques. Et bien sûr, il y a eu vraiment de très nombreux prix Nobel obtenus dans le domaine d'enzymologie. Vous pouvez consulter ça dans le polycopie que j'ai déposé. C'est à titre indicatif et ça sera juste pour votre culture. Bon, on passe maintenant à la définition des enzymes. C'est quoi une enzyme? L'enzyme, comme j'ai déjà expliqué auparavant, c'est un mot allemand qui veut dire dans la levure et il est divisé en deux mots, un préfixe en et un radical zoom, d'accord, qui veut dire levain. Le levain, c'est quoi? C'est tout simplement, vous savez, quand on veut préparer du pain, on prépare du levain. Oui, où on ajoute de la levure avec de l'eau, un peu de sucre. On appelle ça levain. D'accord? Parce que tout simplement, l'enzyme a été découverte pour la première fois à partir de levure. Bon, il y a une information assez importante concernant les enzymes. Le plus souvent, on parle souvent. Bon, je répète, le plus souvent, on dit que les enzymes sont des protéines. Ça, c'est une information erronée. C'est une information fausse. Pour quelle raison? Parce que tout simplement, il y a des acides ribonucléiques, des ARN, qui sont dotés d'une activité catalytique. On les appelle ribozymes. Donc, de cette manière, on ne peut pas dire que les enzymes sont des protéines parce qu'il y a des ARN qui sont dotés d'une activité catalytique. Et par conséquent, on dit la plupart des enzymes sont des protéines. Toujours à l'exception des ribozymes. Bon, les enzymes sont des biocatalyseurs capables d'accélérer une réaction chimique. C'est-à-dire, si je vous pose la question, c'est quoi le rôle d'enzyme? L'enzyme, tout simplement, elle permet de catalyser une réaction, non seulement de catalyser, mais d'accélérer le rythme de la réaction biochimique. Bien sûr, sans modifier le produit. Parce que l'enzyme, qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend un substrat A et elle le transforme en produit B. Bien sûr, le produit doit être intact à la fin de la réaction. Bon. Une réaction A qui conduit à un produit B, elle peut s'effectuer dans le temps, c'est-à-dire elle peut prendre une semaine, un mois, une année, 10 ans, 20 ans, 100 ans, mais elle peut s'effectuer à la fin. Mais bien sûr, nous, on ne peut pas attendre des milliers ou des millions d'années. C'est pour cette raison-là que les enzymes sont là pour accélérer jusqu'à des millions de fois les différentes réactions biochimiques. Une autre caractéristique d'enzymes, c'est qu'ils agissent à faible concentration, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'une grande concentration d'enzymes pour catalyser une réaction biochimique. Non, au contraire, on a juste besoin d'une faible proportion, d'une faible concentration. Une autre caractéristique d'enzyme, c'est qu'il reste intact à la fin de la réaction, c'est-à-dire que lorsqu'une enzyme transforme un substrat en produit, l'enzyme, il restera intact, c'est-à-dire l'enzyme, elle restera complète, sans détérioration.
Elle ne change pas ni de conformation, ni de forme, ni rien du tout. Elle restera telle qu'elle est au début de la réaction. Et c'est une chose assez importante. Maintenant, on passe à la nomenclature et la classification des enzymes. En principe, vous avez fait ça l'année passée en enzymologie, mais on va faire un petit aperçu par rapport à ça. Bon, la nomenclature des enzymes, elle est basée sur deux principaux axes. Il y a deux écoles. Il y a ce qu'on appelle la classification fonctionnelle et la classification officielle. Bon, la nomenclature fonctionnelle, elle est basée sur deux axes. Premièrement, le nom de substrat de l'enzyme et le type de réaction à catalyser. Comme j'ai expliqué précédemment, que les enzymes, il y a des enzymes qui catalysent un seul substrat et les enzymes qui catalysent deux substrats. Bon, ici, la nomenclature, elle diffère. Comment? On commence tout d'abord par le premier exemple, c'est-à-dire où l'enzyme catalyse un seul substrat. La nomenclature est simple. Tout d'abord, on commence par le nom de substrat, par la suite, le type de réaction catalysée et ensuite, bien sûr, le suffixe ase. Je vous donne l'exemple, pyruvate carboxylase. Tout simplement, pyruvate, c'est le nom de substrat. Le type de réaction, c'est une réaction de carboxylation, c'est-à-dire un transfert de groupement carboxyle. Et bien sûr, à la fin, ase. Le deuxième exemple, c'est l'isocitrate liase. Le nom de substrat, c'est l'isocitrate. Le type de réaction, c'est une réaction de liase. On va voir c'est quoi une liase par la suite. Concernant les réactions ou bien les enzymes à deux substrats, toujours on commence par le premier ou bien par le nom du premier enzyme, le nom du deuxième enzyme, c'est-à-dire le substrat donneur, le substrat accepteur, c'est-à-dire en d'autres termes le premier substrat, le deuxième substrat, par la suite le type de réaction et enfin le suffixe ase. Je vous donne l'exemple suivant. Polyphosphate glucose, phosphotransférase. Pardon. Le premier substrat, c'est les polyphosphates. Phosphate, polyphosphate, c'est le premier substrat. Le deuxième substrat, c'est le glucose. Le type de réaction, c'est une phosphotransférase. D'accord? C'est quoi une phosphotransférase? C'est un transfert du groupement phosphate d'une molécule à une autre. Et bien sûr, le A, c'est à la fin. Donc, c'est un transfert d'un groupement phosphate. Maintenant, la nomenclature officielle, elle est un petit peu compliquée. Bon, la classification officielle, elle a été établie pour la première fois en 1961 par la Commission des enzymes de l'Union internationale de biochimie et de biologie moléculaire. Bon, le sigle en anglais, c'est le UUBMB. Bon, la nomenclature des enzymes selon l'axe ou bien selon l'école officielle, elle s'écrit de manière générale sous la forme suivante. Regardez bien, EC, X1, X2, X3, X4. D'accord? EC, c'est quoi? EC, c'est Enzyme Commission. La commission d'enzymes. Enzyme Commission. Par la suite, les X, ils sont représentés par des numéros. Et ces numéros représentent des notions qu'on va voir juste maintenant. Bon, cette classification ou cette nomenclature officielle, elle comporte 6 classes. C'est-à-dire que le premier X, il représente les classes. Et on a 6 classes, c'est-à-dire le premier X, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. On ne peut pas trouver le 7, le 8, le 9 dans le premier X. C'est impossible. Par la suite, le deuxième X, il représente la sous-classe. Le troisième X, il représente la sous-sous-classe ou bien le groupe. Le quatrième X, il représente l'ordre. Voilà
un tableau qui résume le tout, le EC, Enzyme Commission. Par la suite, vous allez rencontrer ici un chiffre. Le chiffre, il est composé de 4 numéros et chaque numéro, il correspond à quelque chose. Le premier X à la classe, de 1 jusqu'à 6. Le 2, la sous-classe. Le 3, la sous-sous-classe ou bien le groupe. Le 4e X, l'ordre. Bon, maintenant, on va passer au premier X. Le premier X, il correspond, comme j'ai déjà expliqué précédemment, à la classe. On a uniquement 6 classes et par conséquent, le premier X, il varie de 1 jusqu'à 6. Et il indique quoi? Tout simplement, il indique le type de réaction biochimique. Je répète bien, le premier X, il représente le type de réaction biochimique. Bon, si vous allez rencontrer le 1, donc vous allez en déduire qu'il s'agit d'une oxydoréductase. Une oxydoréductase est une enzyme qui catalyse la réaction d'oxydoréduction, le transfert d'électrons, oxydation-réduction. D'accord? Le deuxième X, bon, X est égal à 2, c'est-à-dire si vous allez rencontrer le premier X sous forme de 2, donc vous allez en déduire qu'il s'agit de transférase. C'est quoi une transférase? C'est une enzyme tout simplement qui catalyse le transfert d'un groupement fonctionnel d'une molécule à une autre. C'est quoi un groupement fonctionnel? C'est tout simplement par exemple le groupement hydroxyle OH, le groupement carboxyle COOH, groupement aldéhyde, groupement cétone et ainsi de suite. D'accord? On appelle ça des groupements fonctionnels. Donc quand on transfère un groupement fonctionnel d'une molécule A vers une molécule B, on appelle ça une transférase. Le troisième type d'enzyme, c'est les hydrolases. Numéro 3. Les hydrolases, c'est des enzymes qui permettent la coupure hydrolytique des liaisons entre carbone-oxygène, carbone-azote, carbone-carbone. C'est comme le cas des lipases par exemple. C'est-à-dire quand je dis une coupure hydrolytique, c'est-à-dire une coupure qui nécessite la présence d'une molécule d'eau, H2O, c'est-à-dire A plus H2O, ça donne le B. C'est ça les enzymes hydrolases. Le quatrième groupe, ou bien la quatrième classe, c'est la classe des liases, appelées également les synthases. Liases, synthase. Bon, les liases, c'est des enzymes qui permettent de scinder, c'est-à-dire de couper les liaisons entre les carbone-carbone, carbone-oxygène, carbone-azote, en formant des liaisons covalentes, c'est-à-dire des doubles liaisons, ou bien des cycles. C'est clair? C'est-à-dire une liase, quand elle intervient, elle permet de scinder ou bien de couper une liaison et de former une double liaison, soit un cycle. On appelle ça liase ou bien synthase. La cinquième classe, c'est la classe des isomérases. Les isomérases, c'est des enzymes qui catalysent les réactions d'isomérisation. C'est quoi une isomérisation? L'isomérisation, c'est le changement de structure dans une molécule. En d'autres termes, c'est un réarrangement intramoléculaire. Si vous avez remarqué ici dans les transférases, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit un transfert d'un groupement d'une molécule à une autre, molécule A vers la molécule B. Dans le cas d'une isomérase, l'isomérisation, elle s'effectue au sein de la même molécule, c'est-à-dire la molécule A. Au lieu, par exemple, que le groupement hydroxyle, il se trouve sur le carbone numéro 1, il va être transféré vers le carbone numéro 6. On appelle ça une isomérisation, c'est-à-dire un transfert d'un groupement fonctionnel au sein de la même molécule. Et ici, dans le cas des transférases, entre deux molécules différentes, molécule A, molécule B, et ici au sein de la même molécule. J'espère que c'est clair. La dernière classe, c'est la classe des ligases. Ici, c'est liase et ligase. Il faut faire attention. La classe 4, la classe 6. Les ligases, c'est des enzymes qui interviennent lors des réactions anaboliques. Les réactions anaboliques, c'est les réactions de synthèse. Donc, les ligases, c'est des enzymes qui permettent de faire des liaisons
entre deux molécules. Bon, ça c'est en premier lieu, couplé à l'hydrolyse du liaison phosphate de l'ATP. Tout simplement, je vais résumer ça. Les ligases, c'est des enzymes qui permettent de faire une liaison, ou le plus souvent c'est une double liaison. C'est une liaison covalente entre deux molécules en consommant une molécule d'ATP. C'est-à-dire, on aura besoin d'une molécule d'ATP, c'est-à-dire A plus B plus ATP, ça donne C. C'est-à-dire, elle a permis de lier le A et le B pour donner une molécule C, bien sûr en consommant une molécule d'ATP. Et le plus souvent, les ligases sont rencontrées dans les réactions de synthèse. C'est ce qu'on appelle les réactions anaboliques, par opposition aux réactions cataboliques, le catabolisme et l'anabolisme. Vous avez vu ça l'année passée en biochimie microbienne. Bon, concernant les autres X, c'est un petit peu compliqué et vous n'êtes pas vraiment censé de connaître ça. Il faut connaître bien sûr le principe, mais non pas la numérotation, parce que ici la numérotation elle diffère. Et bien sûr, on ne peut pas l'apprendre par cœur parce qu'on a un tableau. Mais c'est ce que vous devez savoir, c'est que le deuxième X, il représente la sous-classe. Et bien sûr, il permet une classification supplémentaire. Mais le deuxième X, il diffère en fonction de la classe. Pardon, ici la classe, le 1, c'est pas en chiffre romain, d'accord? C'est en chiffre arabe, d'accord? 1. Bon, dans la classe 1, d'accord? La classe 1, on a vu la classe 1, elle représente quoi? La sous-classe, elle indique la nature de donneur d'électrons. Parce que la classe 1, elle représente quoi? Elle représente les oxydoréductases. Donc tout simplement, le deuxième X qui vient par la suite, il va représenter la nature de donneur d'électrons. La deuxième classe, le deuxième X, c'est-à-dire que si le premier X, il est représenté par 2, la sous-classe, elle indique la nature du groupement transféré. Parce que on a parlé, la deuxième classe, elle représente quoi? Transférase. C'est très bien. La classe 3, les hydrolases, donc, elle représente quoi? La sous-classe, elle indique ici la nature de la liaison hydrolysée. La classe 4, le deuxième X, il représente quoi? La nature de la liaison coupée, bien scindée. La cinquième classe, il représente quoi le deuxième X? Le type d'isomérisation. Dans la classe 6, il représente tout simplement la nature de la liaison créée. J'ai dit le plus souvent c'est une liaison covalente, mais on a d'autres types également de liaisons. C'est la liaison la plus rencontrée. D'accord? Donc là, le numéro, ça diffère. Vous allez rencontrer le 1, 2, 3, 20, 30, et ainsi de suite. Donc vous n'allez pas reconnaître tous les chiffres, mais il faut reconnaître ces informations. Le X3, bien le troisième X, il correspond à la sous-classe ou bien le groupe et il permet un classement supplémentaire en fonction de la nature du groupement accepteur et dans certains cas en fonction du cofacteur qui intervient. Enfin, le dernier X, il correspond à l'ordre et il permet un classement supplémentaire en fonction de la nature de substrat sur lequel l'enzyme agit, c'est-à-dire le substrat que l'enzyme reconnaît. Le substrat ou bien les substrats. Tout dépend de la nature de l'enzyme. Maintenant, on passe aux propriétés générales des enzymes. Bon, l'enzyme comme une molécule, elle possède de nombreuses caractéristiques catalytiques. D'accord? Bon, quand je parle d'enzymes, il y a d'autres catalyseurs, je dis bien catalyseurs et non pas biocatalyseurs. C'est quel type de catalyseur? La chaleur est considérée comme un catalyseur. Les acides, les bases, les solvants, les différentes molécules chimiques, c'est des catalyseurs. Mais les enzymes, c'est des biocatalyseurs pour la simple raison qu'ils sont synthétisés au sein de cellules vivantes. D'accord? Ça, c'est une chose. Bon, parmi les caractères ou les caractéristiques les plus importantes concernant les enzymes, c'est qu'il s'agit de protéines de poids moléculaire élevé.
J'ai expliqué précédemment qu'il s'agit de macromolécules. On appelle ça macromolécules, c'est-à-dire une molécule avec un poids moléculaire élevé. Autre chose, l'enzyme, elle agit à l'intérieur de la cellule ou bien d'un organisme vivant et parfois dans le milieu extérieur, c'est-à-dire l'enzyme, soit elle agit à l'intérieur de la cellule ou bien à l'extérieur de la cellule. C'est pour cette raison-là qu'on peut classer les enzymes en enzymes intracellulaires ou bien extracellulaires en fonction du lieu d'action. Le lieu d'action. Donc, tous les enzymes sont synthétisés à l'intérieur, mais par la suite, certains enzymes restent à l'intérieur et on les appelle les enzymes intracellulaires. D'autres sont excrétés dans le milieu extérieur et sont nommés les enzymes extracellulaires. Autre chose, la température. La température, c'est un facteur très important par rapport aux enzymes. Pour quelle raison? Parce que les enzymes sont thermolabiles, c'est-à-dire très sensibles à la chaleur. C'est-à-dire que la température, elle doit être faible, à l'exception des micro-organismes thermophiles. Pour quelle raison? Parce que tout simplement, les bactéries thermophiles, c'est des bactéries ou bien des champignons thermophiles, c'est des organismes vivants qui se développent à de très hautes températures. Et par conséquent, leurs enzymes tolèrent des températures très hautes. Mais ici, c'est un cas d'adaptation. Ce n'est pas le cas normal. Parce que le plus souvent, on parle de la mésophilie. Et par conséquent, la température adéquate, c'est une température faible. Bon, concernant la pression atmosphérique, elle est généralement de 1 atmosphère, bien sûr, sauf pour les organismes marins. Bon, les organismes marins, c'est les organismes, bien sûr, qui vivent en profondeur. Les organismes qui vivent en profondeur, c'est des organismes qui tolèrent des pressions atmosphériques assez élevées, parce qu'on sait tous que plus la profondeur elle est importante, plus la tension atmosphérique elle est importante. Et par conséquent, ces micro-organismes sont dotés d'un système d'adaptation spécifique. Mais concernant les organismes normaux, c'est des organismes qui se développent à 1 atmosphère. Un atmosphère, c'est la pression atmosphérique. Et bien sûr, c'est la c'est la pression tolérée par les enzymes. Concernant le pH adéquat pour la quasi-totalité des enzymes, c'est le pH proche de la neutralité. Quand je dis proche de la neutralité, c'est aux alentours de 6,8 jusqu'à 7. Proche de la neutralité jusqu'au neutre. Bon, bien sûr, il y a toujours des exceptions. Les exceptions, par exemple, c'est au niveau de l'estomac. D'accord? Parce qu'au niveau de l'estomac, on sait tous que le pH atteint 1 jusqu'à 2. Donc, les enzymes qui fonctionnent au niveau de l'estomac sont des enzymes adaptées à la forte acidité. Les urines aussi. Et aussi au niveau de la suc biliaire où vraiment le pH il est assez basique, supérieur à 8,5, 8,5, 9,5. Donc, il y a ici des exceptions. Et bien sûr, les exceptions, elles s'appliquent également sur les micro-organismes. J'ai expliqué ce point auparavant que les enzymes, le rôle principal d'enzymes, c'est qu'ils augmentent la vitesse d'une réaction catalytique. D'accord? Bien sûr, sans modifier l'équilibre, sans modifier le produit final. C'est clair? Et bien sûr, l'enzyme, elle restera toujours intacte à la fin de la réaction catalytique. C'est une information assez importante. Un autre caractère concernant les enzymes, c'est qu'ils agissent à de très faibles concentrations. J'ai déjà expliqué ça. Les enzymes fonctionnent à de très faibles concentrations. On n'aura pas besoin d'une concentration assez importante d'enzymes pour fonctionner. Le 7e caractéristique, c'est la stéréospécificité. C'est quoi la stéréospécificité? La stéréospécificité, tout simplement, elle concerne la spécificité de la structure liée au substrat et la spécificité liée à la réaction. C'est-à-dire que chaque enzyme doit obligatoirement reconnaître le substrat pour catalyser une réaction spécifique. C'est-à-dire une enzyme, une liase, elle ne peut pas faire une réaction d'oxydoréduction. C'est ça la spécificité de réaction. Et par exemple, une enzyme qui reconnaît le glucose,
Elle ne peut pas, par exemple, reconnaître, par exemple, l'amidon. C'est clair? Donc, l'enzyme, elle est basée sur la spécificité vis-à-vis le substrat et la spécificité vis-à-vis la réaction catalytique. Oxydoréduction, transfert, isomérisation, réaction anabolique, et ainsi de suite. Autre chose, c'est la régénération. C'est quoi la régénération? Tout simplement, l'enzyme, tout d'abord, elle est libre. Par la suite, quand elle reconnaît le substrat, elle se lie. Et à la fin, quand elle produit le produit final, elle se libère. C'est ce qu'on appelle la régénération. Donc, l'enzyme, elle est libre, elle se lie au substrat, et par la suite, elle se libère. Donc, on appelle ça la régénération de l'enzyme, de l'état libre vers l'état libre. Bien sûr, quand la fonction, elle est finie. Autre information que j'ai expliquée auparavant également, c'est que l'enzyme, elle restera intacte à la fin de la réaction enzymatique. C'est-à-dire que l'enzyme, quand elle catalyse le substrat en produit, elle ne change pas, elle ne se dégrade pas. Elle restera intacte à la fin de la réaction. Bien sûr, intacte et libre. Libre. Donc, comme j'ai déjà expliqué précédemment, l'enzyme, elle restera intacte et libre à la fin de la réaction. Pour quelle raison intacte et libre? C'est tout simplement pour catalyser une autre réaction biochimique. Parce que l'enzyme, elle ne catalyse pas uniquement une seule réaction. Non, elle catalyse plusieurs réactions. Un autre caractère, c'est la dénaturation. L'enzyme, elle se dénature. Pour quelle raison? Parce qu'il s'agit le plus souvent, comme j'ai déjà expliqué avec les protéines enzymatiques, que la quasi-totalité des enzymes, à l'exception des ribozymes, sont des protéines. Donc les protéines, on sait tous que les protéines sont des molécules thermolabiles. Donc ils sont influencés par la température, par le pH acide, par le pH basique, par les différents types de mutations. Donc les enzymes peuvent être dénaturées. Et par conséquent, quand on dit dénaturées, donc elles ne peuvent pas catalyser les réactions enzymatiques. Une information assez importante. J'ai dit ici que les enzymes restent à la fin de la réaction enzymatique libres et intactes. Mais est-ce que l'enzyme restera intacte toute la vie? Non, parce que tout simplement, chaque enzyme possède ce qu'on appelle une durée de vie. Durée de vie. C'est comme l'être humain. Là, on vit 60 ans, 70 ans, 100 ans maximum. Bon, tout dépend. Hein. Et bien sûr, on meurt. C'est la même chose pour les enzymes. Mais cette durée de vie, elle est variable. Bien sûr, variable en fonction de quoi? En fonction de la nature de l'enzyme. C'est-à-dire que chaque enzyme possède une durée de vie différente de l'autre enzyme. Cette durée de vie, elle varie de quelques minutes jusqu'à quelques jours. C'est-à-dire, une enzyme, elle peut catalyser une réaction biochimique plusieurs fois pendant plusieurs minutes, jusqu'à plusieurs jours. À la fin, elle se dénature. D'accord? Quand je dis elle se dénature, c'est-à-dire en termes biochimiques, elle perd son activité enzymatique. C'est-à-dire, elle sera incapable de catalyser la réaction biochimique qu'elle est d'habitude en train de la catalyser. Et bien sûr, la perte de l'activité enzymatique, elle est engendrée par différents facteurs. Changement de pH, changement de température, un changement de conditions de réaction, ainsi de suite. Donc, n'importe quel facteur physico-chimique peut perturber et engendrer une perte de l'activité enzymatique. Bon, quand on parle de la structure des enzymes, j'ai expliqué précédemment que les enzymes protéiques, c'est des protéines. Bon, protéines de type globulaire. Protéines de type globulaire, bien sûr, à l'exception des ribozymes qui sont des RNAs. Bon, il y a maintenant une notion assez importante. C'est la notion de holoenzyme. Le holoenzyme, on l'appelle également hétéroenzyme. C'est quoi le holoenzyme? Le holoenzyme, il est constitué de l'apoenzyme et du cofacteur. C'est quoi l'apoenzyme et c'est quoi le cofacteur? Tout simplement, l'apoenzyme, c'est la partie protéique
Et le cofacteur, c'est la partie non protéique. Donc, le holoenzyme ou bien l'hétéroenzyme, il est constitué de apoenzyme qui est la partie protéique et d'un cofacteur qui est la partie non protéique. On commence tout d'abord par la partie non protéique qui est le cofacteur. Le cofacteur, c'est un corps chimique intervenant dans une réaction enzymatique. J'ai dit bien un corps chimique. Bon, c'est quoi le rôle d'un cofacteur? Le cofacteur, il permet tout d'abord d'accepter ou de compléter un substrat. Il permet d'accepter un produit. Il permet de participer à la structure de l'enzyme. Je vais expliquer ce point. Donc, le cofacteur, il permet de reconnaître le substrat, soit de reconnaître le produit, ou bien de compléter le substrat. Dans certains cas, le substrat il est incomplet et il aura besoin d'une liaison avec le cofacteur pour que la catalyse biochimique aura lieu. Et aussi, il participe à la structure de l'enzyme, c'est-à-dire le cofacteur, il se lie à l'enzyme. Donc, soit il se lie au produit, au substrat ou à l'enzyme. Les cofacteurs peuvent être classés en deux catégories. La première catégorie, c'est les ions métalliques. Bon, quand je dis ions métalliques, ou bien un cluster métallique. C'est quoi les ions métalliques? Les ions métalliques, c'est tout simplement les oligoéléments, comme le cas de calcium, magnésium, manganèse, zinc, fer, etc. Ça, c'est des ions métalliques qui jouent le rôle d'un cofacteur. Le cluster métallique, c'est un agrégat, c'est un ensemble d'atomes métalliques. C'est comme le cas du cluster fer-soufre. C'est-à-dire ici, on a une combinaison d'ions métalliques, soit un seul ion métallique ou bien un ensemble d'ions. Quand il s'agit d'un ensemble d'ions métalliques, on appelle ça un cluster métallique. Le mot cluster, c'est un mot anglais, mais on utilise ce mot-là en français également. D'accord? Dans le cas où, l'enzyme, bien sûr de type protéine, quand l'enzyme elle est formée par un cofacteur de type cluster métallique, on l'appelle ça métalloprotéine. Le deuxième type de cofacteur, c'est les coenzymes. Donc, les coenzymes, c'est une catégorie des cofacteurs. Les coenzymes, quant à eux, c'est des molécules biologiques, organiques, par opposition aux cofacteurs qui sont des métaux, d'accord, des ions métalliques. Donc, les coenzymes sont des molécules biologiques qui interviennent comme des cofacteurs indispensables dans la catalyse enzymatique. Donc, les deux catégories de cofacteurs, c'est les ions métalliques ou bien les clusters métalliques, c'est un, et les coenzymes. Bon, les coenzymes sont des molécules biologiques, c'est-à-dire synthétisées d'une manière naturelle au sein des cellules vivantes. D'accord? Mais dans certains cas, il y a certaines exceptions. Bon, lorsque la synthèse n'est pas inscrite dans le patrimoine génétique de l'espèce, ou bien, une partie de coenzyme elle est manquante, on peut l'apporter par ce qu'on appelle des précurseurs. Ou bien, ces précurseurs sont de type vitamine, les différents types de vitamines. Bon, je répète cette partie-là. Bon, les coenzymes sont soit synthétisés au sein de la cellule vivante, soit ils sont synthétisés par ou la suite à l'addition d'un précurseur de type vitamine, c'est-à-dire soit par l'ajout d'une vitamine. Cette vitamine-là, elle jouera le rôle de précurseur pour la synthèse des coenzymes. Bon, les coenzymes sont classés en fonction de mode de liaison en deux catégories. Je dis bien en fonction de mode de liaison, en coenzymes libres et en coenzymes liés. Comme leur nom indique, les coenzymes libres, ce sont des coenzymes libres et les coenzymes liés, ce sont des coenzymes liés. Libre et lié par rapport à quoi? Donc, on revient aux coenzymes liés.
Les coenzymes liés sont appelés coenzymes liés parce que tout simplement, ils ne se dissocient pas de l'enzyme. Ces coenzymes, ils restent liés à l'enzyme. Et j'ai dit bien, ils interviennent dans la réaction biochimique de manière catalytique. C'est-à-dire que leur concentration, c'est-à-dire la concentration des coenzymes, est la même que celle de l'enzyme. C'est-à-dire la concentration de coenzymes est semblable à celle de l'enzyme. Lorsqu'au contraire, les coenzymes sont liés aux enzymes par des liaisons fortes de type liaison covalente. Donc les coenzymes liés, c'est des coenzymes liés à l'enzyme par des liaisons covalentes. Donc, quand ils sont liés par des liaisons covalentes, leur concentration est nécessairement la même que celle de l'enzyme. C'est clair? Donc, c'est pas opposition. Donc, je reviens. Non. Pardon, je dois revenir à... Bon, là, voilà. Contrairement aux coenzymes libres, les coenzymes libres, c'est des coenzymes qui se dissocient de l'enzyme à la fin de chaque réaction enzymatique, c'est-à-dire que le coenzyme, il se lie à l'enzyme. Bon, à la fin de la catalyse, il se dissocie, il se libère. Autre différence, c'est qu'il intervient dans la réaction de manière stéchiométrique. Qu'est-ce que ça veut dire stéchiométrique? C'est-à-dire, le coenzyme libre, il intervient en même proportion que le substrat cette fois-ci, et non pas en même proportion que l'enzyme, c'est comme le cas des coenzymes liés. Donc le coenzyme libre, il intervient avec une concentration semblable à celle de substrat. Donc lorsque le coenzyme est lié à l'enzyme, il se lie ici par des liaisons électrostatiques, c'est-à-dire par des liaisons faibles. Et par conséquent, il peut se dissocier à la fin. Donc ici, le coenzyme libre, il ne peut pas se lier par des liaisons covalentes. C'est impossible. C'est clair? Donc, quand il se lie, cette liaison est renouvelée à chaque réaction. Et l'énergie mise en jeu par la liaison enzyme-coenzyme est du même ordre de grandeur que l'énergie mise en jeu dans les liaisons enzyme-substrat. Donc, dans ce cas-là, la concentration du coenzyme libre, elle doit être de même ordre de grandeur, c'est-à-dire de la même concentration que celle de substrat. On appelle ça la stéchiométrie, à l'opposition de la manière catalytique. J'espère que c'est clair. Si ce n'est pas clair, merci de me poser des questions et on va faire un live pour répondre à toutes les questions concernant cette vidéo-là. Maintenant, on passe aux différents types d'enzymes. On a ce qu'on appelle les enzymes entièrement protéiques. Donc, on a ce qu'on appelle l'apoenzyme seul. On a des enzymes à coenzyme, c'est-à-dire apoenzyme plus coenzyme. Donc, c'est une enzyme active ou alloenzyme actif. On a les enzymes à cofacteur minéral, c'est-à-dire on a ici l'apoenzyme plus le cofacteur minéral qui est des ions inorganiques, ions minéraux, comme le cuivre, le fer, magnésium, zinc, potassium, Mn, manganèse, ainsi de suite. Et on a ce qu'on appelle les enzymes à cofacteur et à coenzyme. C'est-à-dire dans ce cas-là, l'enzyme elle est constituée de l'apoenzyme plus coenzyme plus le cofacteur minéral. Mais il faut faire attention que le cofacteur et le coenzyme ne fonctionnent pas en même temps, mais ils fonctionnent simultanément. C'est-à-dire que l'enzyme, elle s'associe soit au coenzyme, soit au cofacteur. Tout dépend de la nature de la réaction catalysée. Donc, l'enzyme, elle change de compagnon en fonction de la nature de l'enzyme. Dans certains cas, elle se lie au coenzyme. Dans d'autres cas, elle se lie au cofacteur. Il y a deux notions assez importantes. Ce qu'on appelle le proenzyme ou bien le zymogène. Proenzyme ou zymogène, c'est une notion assez importante en enzymologie. Pour quelle raison? Parce que les proenzymes ou bien les zymogènes, c'est des précurseurs protéiques d'une enzyme, c'est-à-dire c'est des composés protéiques inactifs, c'est-à-dire dépourvus d'activité enzymatique, mais qui peut donner après activation une enzyme active. C'est-à-dire que les proenzymes sont des enzymes inactifs synthétisés
et ils resteront inactifs jusqu'à un moment donné, jusqu'au moment de besoin, et ils vont être activés pour catalyser la réaction biochimique. Bon, l'intérêt pour les organismes vivants est de pouvoir synthétiser une enzyme et de l'activer plus tard lorsque les conditions le nécessitent. C'est-à-dire que la majorité des organismes vivants synthétisent les enzymes sous forme proenzyme, c'est-à-dire sous forme inactive, et ils les stockent. D'accord? Quand une réaction est nécessaire, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont l'activer tout simplement. D'accord? C'est un gain d'énergie parce que l'activation des proenzymes en enzymes actifs nécessite de l'énergie. Donc la cellule, elle ne va pas gaspiller de l'énergie pour rien. Donc en cas de besoin, comment dirais-je, la cellule, elle va donner un ordre pour activer les proenzymes ou bien les imogènes. D'accord? Donc toujours, les enzymes sont stockées sous forme inactive. C'est comme le cas de la trypsine. D'accord? La trypsine, elle est stockée sous forme de trypsinogène, et elle devient trypsine quand on a besoin. Une autre notion assez importante que vous devez la connaître, c'est les isoenzymes. Les isoenzymes ou bien les isozymes. Isoenzymes ou isozymes. Ce sont des enzymes présentant une séquence d'acides aminés différente. C'est-à-dire que la séquence de l'enzyme, ou bien elle est différente. D'accord? Mais il catalyse la même réaction chimique et il reconnaît le même substrat. C'est-à-dire que l'enzyme, elle est protéique. Si on prend la séquence protéique, elle est différente. D'accord? Mais elle reconnaît, ces deux enzymes, ils reconnaissent le même substrat et ils catalysent la même réaction, malgré que leur structure, elle est différente. Dans le cas où deux enzymes A et B ont ces mêmes caractéristiques, on les appelle isozymes ou bien isoenzymes. Bon, une autre notion, c'est celle du site actif de l'enzyme. C'est quoi le site actif de l'enzyme? Bon, la spécificité d'une enzyme vis-à-vis un substrat suppose la formation d'un complexe enzyme-substrat, impliquant la reconnaissance de substrat par l'enzyme. C'est-à-dire que l'enzyme, pour qu'il reconnaisse le substrat, il y a ce qu'on appelle la reconnaissance. C'est comme le cas de la reconnaissance faciale, ou c'est comme le cas, je vous donne un exemple. Par exemple, les smartphones maintenant, ils s'ouvrent par l'empreinte digitale. Par exemple, mon téléphone portable, il s'ouvre avec mon empreinte. C'est-à-dire, si une autre personne vient pour l'ouvrir, elle ne peut pas. Pour quelle raison? Parce que elle ne reconnaît pas l'empreinte digitale de cette personne-là. C'est le même principe. Chaque substrat, chaque enzyme, il reconnaît un substrat ou bien un ensemble de substrats. Cette reconnaissance, cette reconnaissance-là, elle est appelée reconnaissance enzyme-substrat. Bon, la complémentarité stérique, c'est-à-dire la complémentarité de structure entre le site actif de l'enzyme et le substrat, est donc nécessaire pour l'ajustement des deux surfaces. C'est-à-dire que l'enzyme, il va se lier au substrat par quel moyen? Par le biais de son site actif, c'est-à-dire l'enzyme, il contient un site qu'on le nomme site actif, et grâce à ce site actif, il va se lier au substrat. D'accord? Donc, il y a ce qu'on appelle une complémentarité. C'est comme le cas de la complémentarité de l'empreinte avec le smartphone. D'accord? Mais pour expliquer cette liaison entre l'enzyme et le substrat, on a deux modèles. Deux modèles proposés pour expliquer la fixation d'une enzyme sur le substrat. Bon, le premier modèle, c'est le modèle clé-serrure. Le deuxième modèle, c'est l'ajustement induit. Le modèle clé-serrure, il repose sur un ajustement parfait, tandis que le modèle induit, il implique un changement de conformation de l'enzyme. Je vais vous expliquer ça en détail. Le modèle clé-serrure, comme son nom l'indique, pourquoi il est appelé clé-serrure? Parce que pour la serrure, chaque serrure, elle possède une clé pour l'ouvrir. On ne peut pas utiliser une clé pour ouvrir toutes les serrures. C'est impossible. C'est le même principe ici. Regardez ici le substrat et ici c'est l'enzyme. Et ça, cette partie-là, elle est appelée site actif. Donc le jaune, il représente l'enzyme. Le vert,
c'est le substrat. Ici, la reconnaissance, elle est de type clé-serrure, c'est-à-dire que, vous voyez ici, il y a une complémentarité parfaite et exacte. Donc, le substrat, quand il se lie au site actif de l'enzyme, il va former le complexe enzyme-substrat. D'accord? Et on va appeler cette reconnaissance une reconnaissance de type clé-serrure, parce que le substrat reconnaît parfaitement le site actif de l'enzyme sans aucun changement. Il n'y a pas de changement. À l'opposition au modèle ajustement induit, où vous voyez ici l'enzyme en gris, le substrat toujours en vert, et ça c'est le site actif. Vous voyez ici que le substrat, il est différent du site actif de l'enzyme, et par conséquent, l'enzyme doit changer de forme pour permettre la liaison avec le substrat. Donc ici, l'enzyme va changer de forme, d'accord, pour faire une reconnaissance. Une fois l'enzyme, elle reconnaît le substrat, donc elle va former ici ce qu'on appelle le complexe enzyme. Donc ici, c'est le complexe enzyme-substrat. Donc ici, c'est l'enzyme, ici, c'est le substrat. Et ici, après la catalyse enzymatique, on a toujours l'enzyme et ici le produit. C'est le complexe enzyme-produit. À la fin de la catalyse de la réaction enzymatique, on a l'enzyme qui a regagné sa forme initiale. D'accord? Elle a regagné sa forme initiale et on a le produit libéré. D'accord? Donc l'enzyme, elle restera intacte à la fin de la réaction enzymatique et elle va regagner son aspect initial. On appelle ça l'ajustement induit. Pour quelle raison ajustement? Tout simplement, c'est un ajustement de conformation spatiale de la structure de l'enzyme et induit ce qu'on appelle l'induction. C'est comme le cas de l'opérant lactase. C'est l'induction. Et l'induction, elle est provoquée par quoi? Elle est provoquée par le substrat. Donc, quand l'enzyme a rencontré un substrat qui lui correspond, elle a changé de conformation spatiale, c'est-à-dire de structure, pour le reconnaître, pour le fixer et pour produire à la fin un produit pour le libérer. C'est tout simplement ça. Donc, pour qu'une enzyme se lie à un substrat, il y a deux modèles, le modèle clé-serrure et le modèle d'ajustement induit. Bon, je vais vous expliquer ici. Donc ici, vous avez la structure d'une enzyme. Bon, l'enzyme, elle est constituée d'un site actif. Le site actif, à son tour, il est constitué de deux sites. Le site de fixation et le site catalytique. Le site de fixation, son rôle, c'est quoi? C'est la fixation de substrat. Vous voyez ici le substrat. Donc le site de fixation va fixer le substrat. Tandis que le site catalytique, il va catalyser le substrat en produit. Donc ici, l'enzyme, il est lié au site de fixation. Donc on a formé ce qu'on appelle le complexe enzyme-substrat. Par la suite, ici, le site catalytique va permettre la transformation de substrat en produit. Et bien sûr, on va libérer le produit et l'enzyme intacte à la fin. D'accord? Donc, le site actif, il comprend deux régions. Le site de fixation qui reconnaît, il fixe le substrat. D'accord? Généralement par de multiples liaisons. Bon, j'ai dit bien que les liaisons sont soit des liaisons faibles ou bien des liaisons covalentes. Quand il s'agit de liaisons faibles, c'est des liaisons, généralement c'est des liaisons faibles. C'est comme le cas des liaisons ioniques et tout. Ou bien des liaisons fortes, c'est comme le cas des liaisons covalentes. Et on a le deuxième site, c'est le site catalytique qui permet la catalyse enzymatique, c'est-à-dire la transformation du substrat en produit. Bon, il y a une information assez importante, c'est que ces sites peuvent ne pas être voisins. Ici, les sites sont voisins, c'est-à-dire ils sont l'un en face de l'autre et sont le plus souvent rapprochés par des repliements de la chaîne, pardon, ici c'est la chaîne, il n'y a pas un N ici, par la chaîne peptidique, c'est-à-dire que les sites sont loin l'un de l'autre et lors de la catalyse, il y a un repliement, d'accord, de l'enzyme sur elle-même pour les rapprocher, pour rapprocher le site de fixation du substrat du site
catalytique. Donc la perte de complémentarité ici résulte de la formation de produits et entraîne la libération de l'enzyme qui va regagner sa conformation initiale, comme j'ai déjà expliqué avec le modèle d'ajustement induit. Bon, concernant la deuxième partie de ce cours qui concerne la localisation et la compartimentation cellulaire des enzymes, c'est-à-dire où se localise l'enzyme dans une cellule. Tout simplement, la localisation des enzymes diffère en fonction de type de cellule. Est-ce qu'il s'agit d'une cellule eucaryote ou prokaryote? Parce que tout simplement, au sein de la cellule prokaryote, on a principalement uniquement le cytosol, on n'a pas assez d'organites, tandis que dans les cellules eucaryotes, on a pas mal d'organites cellulaires. Donc, dans le cas des cellules prokaryotes, la plupart des enzymes sont contenues dans le cytosol, qui est le cytoplasme, à l'exception des enzymes de la phosphorylation oxydative et les enzymes intervenant dans la synthèse de la paroi. Ces deux types d'enzymes sont liés à la membrane, d'accord, à la membrane cytoplasmique. Tandis que dans le cas des cellules eucaryotes, comme il s'agit de cellules complexes et comme elles comportent divers compartiments comme le noyau, les mitochondries, l'appareil de Golgi, les lysosomes, le réticulum endoplasmique, d'accord, et les ribosomes, donc ici on va voir que les enzymes sont localisées dans différents compartiments en fonction de leur rôle. On commence tout d'abord par la membrane plasmique, qui est la barrière de perméabilité, et par conséquent, les enzymes liées au transport actif sont localisées à ce niveau-là. Le noyau, bien sûr, au sein du noyau, on va rencontrer principalement les enzymes intervenant dans la réplication et la transcription, afin de former les différents types de ARN messagers, les ARN ribosomales ou de transfert. Par exemple, au sein du mitochondrie, on va rencontrer les enzymes liées au cycle de Krebs, à la phosphorylation oxydative, les enzymes de la chaîne de transfert d'électrons, les enzymes d'oxydation des acides gras, les enzymes liées au métabolisme d'acides aminés et les enzymes intervenant à quelques étapes de la synthèse d'urée. Au sein du cytoplasme ou bien le cytosol, on va rencontrer principalement les enzymes liées à la glycolyse. On va rencontrer des enzymes de plusieurs réactions de la néoglycogénèse, c'est-à-dire la synthèse de glucose. On va rencontrer des enzymes liées à la synthèse des acides gras, la synthèse de quelques acides aminés et d'autres étapes de la synthèse de l'urée. Donc, si vous avez remarqué ici, les enzymes nécessaires à la synthèse de l'urée, une partie elle est localisée dans les mitochondries, une autre partie dans le cytoplasme. Au sein de lysosomes, on va rencontrer les enzymes hydrolytiques, c'est-à-dire les enzymes responsables de l'hydrolyse, d'accord, principalement la phosphatase alcaline, les ribonucléases. Et enfin, concernant le réticulum endoplasmique, c'est le siège de la synthèse des lipides et des stéroïdes. Donc, on va rencontrer principalement les enzymes liées à ces deux processus. En plus des réactions d'hydroxylation. Les réactions d'hydroxylation, c'est des réactions d'ajout d'un groupement hydroxyle, le groupement OH. Les réactions d'hydroxylation, ce sont des réactions nécessaires pour la biosynthèse. Les ribosomes, bien sûr, c'est le siège de synthèse de protéines et par conséquent, les enzymes liées à la synthèse de protéines sont rencontrées à ce niveau-là. Donc, si on remarque que les cellules prokaryotes sont beaucoup plus simplifiées que les cellules eucaryotes par rapport à la localisation des enzymes. Et c'est logique. C'est par rapport toujours à la structure. Donc, la localisation, elle dépend essentiellement de la structure de la cellule. Il y a une notion assez importante que vous devez la connaître, c'est la notion de métabolon. C'est quoi un métabolon au juste? Bon, le métabolon, c'est un complexe temporaire formé entre des enzymes séquentielles d'une voie métabolique permettant la canalisation des métabolites. C'est-à-dire, en d'autres termes, le métabolon, c'est un ensemble d'enzymes intervenant dans une même voie
métabolique. Bon, je répète, le métabolon, c'est un ensemble d'enzymes, d'accord? C'est un ensemble d'enzymes intervenant dans une voie métabolique spécifique, c'est-à-dire bien déterminée. Maintenant, ce complexe, c'est-à-dire le métabolon, il est souvent associé par des liaisons non covalentes aux éléments structuraux de la cellule, c'est-à-dire que le métabolon peut se lier par des liaisons faibles, non covalentes, aux structures de la cellule. Quand je dis aux structures de la cellule, au cytosquelette, à la paroi, à la membrane. Bien sûr, tout dépend de la nature de la cellule, eucaryote ou prokaryote. Une chose que vous devez connaître, le métabolon, il peut être soit, comment dirais-je, stable, soit transitoire. Pourquoi stable et pourquoi transitoire? C'est tout simplement par rapport à la nature de la voie métabolique. Je vous donne un exemple pour mieux comprendre ce principe. Par exemple, si je vous donne l'exemple de la glycolyse. La glycolyse, c'est une voie métabolique qui aura lieu au sein du cytoplasme. Donc, tous les enzymes nécessaires à la, pour catalyser les différentes réactions de la glycolyse se trouvent au niveau du cytoplasme. Et par conséquent, le métabolon formé lors de la glycolyse, c'est un métabolon stable. Stable parce qu'il se trouve au sein du même endroit. Tandis que lors de la synthèse de l'urée, la voie de synthèse de l'urée chez les cellules eucaryotes, elle s'effectue dans deux compartiments différents, le cytoplasme et le mitochondrie. Et par conséquent, le métabolon ici, c'est un métabolon transitoire, c'est-à-dire que le métabolon va migrer du cytoplasme vers le mitochondrie et vice-versa. Pour quelle raison? Parce qu'il y a certaines réactions qui s'effectuent dans un compartiment qui s'appelle cytosol, cytoplasme, d'autres réactions qui s'effectuent dans le mitochondrie. Et par conséquent, le métabolon qui est un ensemble, c'est-à-dire les enzymes de la voie liées ensemble, doivent migrer. Et par conséquent, ici, le métabolon, c'est un métabolon transitoire. Donc, il peut être transitoire ou bien stable en fonction de la nature de la voie métabolique. Si la voie, elle s'effectue au sein du même endroit, donc le métabolon, forcément, il est stable. Si la voie métabolique, elle s'effectue dans différents compartiments, ici, le métabolon, il est transitoire. C'est clair? Autre chose, on distingue deux types de voies métaboliques. Bon, on a les voies métaboliques qui produisent des intermédiaires utilisables par plusieurs voies métaboliques. C'est-à-dire, vous voyez ici une voie métabolique, c'est-à-dire on a A qui donne B, B donne C, C, D, D, E, E, F. C'est-à-dire un enchaînement de plusieurs réactions. Une réaction, 2, 3, 4, 5. Le A, il représente quoi? Exactement le substrat. Le F, il représente quoi? Il représente le produit. Donc, et le B, C, D, E, c'est les métabolites intermédiaires. Donc, le premier type de voie métabolique, c'est les voies métaboliques où les métabolites intermédiaires sont utilisables par plusieurs autres voies métaboliques, comme le cas du glucose 6-phosphate et le dihydroxyacétone phosphate de la glycolyse. Les deux métabolites intermédiaires en violet, c'est des métabolites intermédiaires de la glycolyse, mais qui sont utilisés dans d'autres voies métaboliques, comme la néoglucogénèse par exemple. Tandis que le deuxième type de voie métabolique, c'est la voie métabolique où seul le produit final est utilisable, c'est-à-dire le produit final, le F est ici. D'accord? Comme le cas de la synthèse des protéines. Ce qu'on appelle les réactions anaboliques des protéines. Lors des réactions anaboliques des protéines, les métabolites intermédiaires, les métabolites intermédiaires ne sont pas utilisés par d'autres voies. Leur simple rôle, c'est d'atteindre le produit final qui sera utilisé par la voie. D'accord? Donc, les intermédiaires ne participent à aucune autre fonction métabolique. D'accord? Donc, on a deux types de voies métaboliques. Les voies métaboliques où les intermédiaires métaboliques sont utilisés par d'autres voies
d'accord, comme des substrats bien sûr, et les voies métaboliques où seulement le produit final est utilisé. Les métabolites intermédiaires n'ont aucun autre rôle que de servir comme intermédiaire pour la synthèse du produit final. Bon, c'est ainsi que s'achève notre vidéo. Donc, si vous avez des questions concernant cette vidéo, merci de les mentionner sur ma page de Google Classroom. Donc, vous avez sur ma page professionnelle le code d'accès à mon cours d'enzymologie appliquée. Vous pouvez poser les questions. Moi, je vais regrouper toutes les questions posées et je vais lancer un live que je vais organiser, je ne sais pas quand. Donc, on va se mettre d'accord sur une date et une heure bien précise pour lancer un live pour répondre à toutes vos questions concernant cette vidéo. Ok, essayez comment dirais-je, d'entendre cette vidéo plusieurs fois, d'essayer de comprendre l'essentiel de ce que j'ai expliqué. Donc, à travers cette vidéo, j'ai résumé le chapitre 1 et le chapitre 2. D'accord? Donc, essayez de lire cette vidéo plusieurs fois. Et si vous n'avez pas compris quelque chose, merci de signaler sur ma page Google Classroom. Et je vais lancer une vidéo live pour vous expliquer les choses qui n'étaient pas vraiment claires pour vous. Donc, bon courage et on se verra dans la prochaine vidéo. Bon courage!